Nico, bonjour. Bonjour Steve. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce gymnase de la Rotonde qui est l'endroit qui accueillera l'European Futsal Cup fin janvier, le 24 et le 25 janvier prochain. Nico, avant de démarrer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, juste nous expliquer qui tu es et avant de parler vraiment du tournoi en tant que tel. Alors dans le monde du foot, j'ai eu un parcours de footballeur, à peu près classique avec, un passage quand même assez important au Racing sur l'école de football et puis ensuite rapidement, dans des petits clubs, alsaciens. Mais, j'ai vite pris goût quand même au rôle d'éducateur et je suis retourné au Racing, à l'âge de 21 ans après avoir passé tous mes diplômes d'entraîneur et j'étais en charge de la catégorie U11, donc la catégorie du tournoi pendant 13 ans au Racing Club de Strasbourg. Et puis aujourd'hui, je m'occupe de toutes les opérations de recrutement sur l'école de football au Racing. Donc vraiment la partie organisationnelle et logistique et sur toute la partie gestion des tournois, donc les événements sur lesquels les équipes de l'académie sont invitées. Donc s'assurer que tout se passe bien quand nos équipes voyagent. Très bien, merci Nico. Donc on l'a dit, on va se plonger dans l'histoire de l'European Futsal Cup. Pour commencer la genèse, j'aimerais que tu nous dises en fait comment est né ce projet en 2016. Alors, il est né sous un orage à Nantes. Non, plus sérieusement, j'étais en tournoi avec mon équipe U11 sur un des plus gros tournois à l'époque à Nantes, à Orvaux, qui s'appelle le Mini Mondial. Et il y a un orage. Et puis, on se regroupe tous dans un vestiaire, donc tous les clubs, les coachs, etc. Et puis, on en vient forcément à échanger le temps que l'orage passe. Et on en vient à parler des tournois, justement, en disant que voilà, à la Pentecôte, à Pâques, c'était très difficile de faire des choix parce qu'on avait énormément de sollicitations, les clubs pro. Et on enchaîne sur la partie hivernale où on se dit c'est creux, il n'y a pas grand-chose. Et puis moi, je réponds à mes collègues que, contrairement à eux, moi, j'ai énormément de sollicitations parce qu'étant frontalier avec l'Allemagne, il y a quand même beaucoup de foot en salle en Allemagne et je leur disais que moi j'étais très pris tous les week-ends. «Ah bah Nico, ça serait bien que tu organises un truc, on vient». Et puis bon, dans le vestiaire, il y avait Lyon, Bastia, Caen, Nice, avec des éducateurs que je croisais régulièrement sur des tournois, dont certains étaient devenus des amis. On rentre de ce tournoi, je reviens à Strasbourg et puis je rassemble deux trois personnes, voilà, qui pouvaient être sensibles au projet et puis je leur demande: «Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on crée un tournoi de futsal?» Et puis, ça date d'il y a 10 ans maintenant et puis, tout le monde était plutôt, optimiste, à l'idée d'arriver à créer quelque chose de sympa parce qu'on avait quand même l'expérience de pas mal d'événements et on s'est dit: «Si on met tout ça dans un shaker, qu'on secoue et qu'on garde les meilleures idées de tout ce qu'on a vu, pourquoi pas faire quelque chose de sympa?» Voilà, c'est le début de l'European Futsal Cup. Le début de l'European Futsal Cup, restons-y, s'organise à Oberhausbergen. Pourquoi cette salle? Comment se fait ce premier choix? Alors ce premier choix, il se fait, un peu par défaut, parce que sur papier, on commence à préparer, à organiser les choses et puis on se dit: «Ben, il nous faut un lieu» et c'est vrai qu'on y a pensé un petit peu tard. Un lieu qui puisse accueillir des spectateurs et sur la première édition, un lieu où sur le plan organisationnel, c'est quand même assez facile, à organiser et j'avais de très bonnes relations avec le président d'Oberhausbergen à l'époque et je lui pose la question. Je lui dis: «Raph, est-ce que ça t'intéresserait qu'on unisse nos forces pour organiser un événement?» Et je lui décris un petit peu ce qu'on avait en tête et puis, franchement, ça a duré, 2 minutes. Il me dit: «Let's go, c'est parti» et c'est comme ça qu'on a démarré à Oberhausbergen. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps, hein, parce que ça, c'était en 2016. 2016, 2017, 2018, 3 éditions à Oberhausbergen, 3 vainqueurs, 3 vainqueurs de nationalités différentes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'ai regardé les 8 vainqueurs des 8 premières éditions et c'est à chaque fois un pays différent. C'est assez C'est ça. original. Donc ça montre le côté européen et la dimension européenne de la Futsal Cup. Mais, je disais, ouais, donc 3 vainqueurs différents, des clubs de renom très rapidement, des Ouais, clubs professionnels. ouais. Comment ça s'est structuré et comment la mayonnaise a pris aussi vite? Alors au départ, pour être
totalement transparent, c'était uniquement les relations, mes relations. Comme je le disais avant sur le tout début, des éducateurs que je croisais régulièrement qui m'ont dit: «Nico, on vient». Et puis après, je pense qu'on a dès le départ créé un tournoi que j'appelle moi un tournoi d'éducateurs. C'est-à-dire que c'était important de ne pas reproduire certaines choses que les éducateurs n'aiment pas trop, c'est-à-dire beaucoup d'attentes entre les matchs, un temps de jeu très court, enfin un tas de détails que les éducateurs n'aiment pas. On a essayé de mettre tout ça de côté et je pense que rapidement, le bouche à oreille, en France, hein, au départ, a fait que très rapidement tous les centres de formation, nous ont sollicités pour participer à l'événement. Voilà, je pense que j c'était les points clés. Au départ, c'était d'éliminer, tous les points un peu parasites qui sont un peu pénibles quand on va sur certains tournois et on a 3-4 heures d'attente entre les matchs parce que c'est des choses qui arrivent, où on joue 8 minutes et quand on s'est loupé, sur 8 minutes de jeu, on est obligé de rattendre 3 heures avant de rejouer. Ou un autre point, c'est aussi qu'on a, dès le départ, créé une formule où personne n'est éliminé le samedi soir. Alors ça, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur. C'était un point clé dès le départ. Pareil, mon expérience d'éducateur, on partait en Bretagne, dans le sud, on voyage toute la journée du vendredi, il y a toujours de l'excitation et de la part des enfants, mais aussi de nous, les éducateurs. On fait aussi ce job pour ça. Et des fois, arriver sur un tournoi et pour X ou Y raison, se louper sur la première journée et tout est terminé parce qu'on est éliminé, parce que le dimanche, il y a plus rien à jouer, parce qu'il y a le voyage du lundi qui nous attend. Je voulais pas ça. Je voulais absolument que toutes les équipes, peu importe les résultats du premier jour, soient encore en lice et puissent encore accéder à la finale le dimanche. On l'a vu, donc 3 éditions qui fonctionnent très bien, très vite Ouais. et donc on en arrive à être dans ce lieu aujourd'hui, le gymnase de la Rotonde qui, sans manquer de respect au gymnase d'Oberhausbergen, est quand même un peu plus dimensionné pour accueillir le gymnase de la Rotonde est plus dimensionné pour accueillir des tournois ou des manifestations de cette envergure. Comment ça s'est fait, le gymnase de la Rotonde? Comment ça s'est fait? Ben, tout simplement en faisant un petit peu le tour. Le gymnase, d'Oberhausbergen était quand même très rapidement devenu petit pour accueillir du public. Dès la première édition, il y avait des bouchons tout autour du gymnase, et on s'est dit: «Si on veut pouvoir offrir tout le travail qu'on met en place pendant 1 an à un maximum de monde, il faut qu'on essaye de trouver un lieu différent». Et puis les relations, pareil, on en arrive à discuter avec certaines personnes qui nous parlent du gymnase de la Rotonde. On se rapproche de la ville, on présente notre projet qui existait déjà du coup depuis 3 ans. On avait déjà eu le soutien de certaines personnes qui connaissaient l'événement. Je pense que ça a facilité la chose et c'est vrai que en partant d'Oberhausbergen, les dimensions du gymnase de la Rotonde étaient vraiment, vraiment adaptées à ce qu'on souhaitait faire parce que ça reste vraiment à échelle humaine et puis même encore aujourd'hui, c'est un gymnase qui est parfaitement adapté, à la fois à la pratique, à l'accueil des spectateurs et aussi tous les à côté, la partie buvette, la partie entrée, la partie parking qui sont vraiment, vraiment très fonctionnels. Alors, on reviendra justement sur, le côté organisationnel et logistique, un petit peu plus tard dans l'interview. Avant ça, j'aimerais, revenir avec toi sur ces 10 années, sur ces milliers de joueurs que tu as vus passer sur l'European. Parce que mine de rien, à raison de 20 équipes, de 10 joueurs, ça fait à peu près, tu me dis si je me trompe, mais plus de 250 gamins qui sont Ouais, là c'est sur chaque ça, édition, c'est fois ça. 8. Les calculs sont vite faits. Donc, plus d'un millier de joueurs. Quels sont tes meilleurs souvenirs si alors je vais poser la question d'en sortir un, bien sûr, mais c'est peut-être trop difficile pour toi. Quels sont les plus beaux souvenirs que tu as de ces 10 éditions, de ces 9 éditions? Alors d'en sortir quelques-uns, je peux le faire parce qu'il y a forcément des garçons qui marquent et qu'on voit aujourd'hui à la télé en plus. Donc je vais être un petit peu chauvin, mais je vais parler de Samir El Mourabé, par exemple, de Mamadou Sarr qui a participé à la première édition avec le Racing Club de Lens et qui l'a remporté. Zoumana Diallo aussi, qui est aujourd'hui à l'OGC Nice, mais qui est un Strasbourgeois et qui a participé à l'événement. Et puis après, il y a des garçons comme Guillaume Rest, qui avait aussi marqué les esprits sur l'édition 2016. Un garçon comme Tom Settel, qui a fait aussi un très beau parcours. Ralis Mera, qu'on voit sur les pelouses de Ligue 1 aussi avec l'Olympique Lyonnais, qui était présent en 2017, si mes souvenirs sont bons. Non, il y en a eu quelques-uns. Après, c'est dur de dire j'ai une préférence parce que quand on voit les étoiles dans les yeux des enfants tout au long du week-end, que ce soit aujourd'hui à la Rotonde ou à l'époque à
à Oberhausbergen, parce que pour la plupart des garçons que je viens de citer, ils ont vécu l'European Futsal Cup à Oberhausbergen. Je pense que le plus important, c'est de d'arriver quelques années après à en reparler avec eux et de voir à quel point eux ont des souvenirs. Parce que c'est des moments qui marquent et c'est des aventures, les tournois chez les enfants, c'est des moments qu'ils oublient jamais. À titre personnel, toi, est-ce qu'il y a une édition, qui t'a plus marqué, dont tu retiens un moment plus fort que les autres? Non, pas spécialement. Après, peut-être la toute première édition, parce qu'elle s'est relativement bien déroulée et aujourd'hui, tout est alors, même si on se rajoute, nous, de la complexité dans l'organisation, parce qu'on cherche toujours à faire mieux et à améliorer l'existant, heu, la première édition, on n'a rien. On a une feuille blanche. On fait 16 clubs, on fait 12 clubs, on fait 20 clubs, on fait comment? Premier jour, deuxième jour? Je pense que la base, vraiment l'ancrage de l'événement, c'est la première édition et mon souvenir, c'est voilà, d'avoir réussi la première édition parce que finalement, c'est ce qui nous a permis d'avoir de la force et de se dire: «C'était magnifique, on continue». Venons-en à l'édition 2026, celle qui arrive, dans quelques jours. Qu'est-ce qui nous attend sur cette édition, 2026? Alors beaucoup de belles choses, parce que c'est les 10 ans et qu'il y aura forcément un côté animation, surtout le dimanche, qui va marquer les esprits, c'est certain. Mais, j'ai envie de dire que c'est aussi un peu une année, qui va nous permettre de confirmer les 10 années de travail. On a, comme chaque année, encore apporté des petites touches, des petites nouveautés pour se perfectionner encore un peu plus. Mais ce qui nous attend, c'est un plateau exceptionnel avec, des générations, parce qu'on a bossé un petit peu quand on a fait le point sur les clubs invités, et ça me tenait vraiment à cœur d'avoir des générations qui sur le parquet vont en mettre plein les yeux aux spectateurs. C'était un point clé de cette édition et j'ai qu'une seule chose à dire, c'est faut que les gens aient conscience qu'on travaille vraiment pendant 1 an pour offrir juste 2 jours de futsal aux spectateurs et aux enfants et on veut vraiment que tout le monde en garde de bons souvenirs. Merci. Sur la formule de compétition, est-ce que tu peux nous dire, combien d'équipes engagées? Alors la formule, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu l'as esquissée, pas d'équipe éliminée au premier jour parce qu'il y a une forme de consolante qui te permet de rebasculer dans la phase haute. Exactement. Mais, donc, quelle formule de compétition? Combien d'équipes? Comment ça se joue et sous quelle forme? Donc futsal, donc sur le parquet, 4 joueurs de champ et un gardien. Les équipes peuvent venir à 9 au maximum. 20 clubs avec le samedi, donc 4 poules de 5 équipes. 2 poules jouent le matin, donc ça c'est pour, résoudre le problème de l'attente entre les rencontres. Donc 9h-14h, 2 poules. L'après-midi pareil, les 2 autres poules. Ça laisse aussi le temps à tous ces clubs qui viennent, des 4 coins de l'Europe d'avoir une demi-journée le samedi pour visiter la ville. Faire un tour à la cathédrale, faire un petit peu autre chose, découvrir Strasbourg. Et puis ensuite le dimanche, en fonction des résultats de la veille, le dimanche matin de bonne heure, donc ils doivent se lever un petit peu plus tôt, mais les 4e et les 5e de la veille s'affrontent avec un système de play-off qui leur permet, à l'issue de tous les play-offs, d'arriver en quart de finale. Et puis après, pour les 3 premiers de chaque poule, ils se retrouvent dans une poule de 3 avec un premier, un deuxième, un troisième et puis ensuite quart de finale, demi-finale, la petite finale et la grande finale sur les coups de 17h15 le dimanche 25. Lesquelles sont plus ou moins favorites selon toi et sur lesquelles on peut miser? Est-ce que tu te mouillerais un petit peu? Non, je me mouillerai pas parce qu'en fait, le passé nous a montré que c'est très, très difficile voilà, de pouvoir, faire des pronostics parce que sur les éditions passées, même en ayant la journée du samedi en repère, je pense que personne n'a jamais réussi à deviner le vainqueur du dimanche parce que la journée du dimanche, elle est vraiment, vraiment particulière et c'est difficile, mais en tout cas, il y aura vraiment de très, très belles équipes, de très belles générations. On a suivi avec attention tous les tournois U10 l'an dernier et je peux juste vous dire qu'il y a 4, 5, 6, 7 équipes qui ont vraiment de très, très belles générations.
On viendra voir ça. Nico, tu l'as dit aussi, tu l'as esquissé pareil, juste avant. Tu as dit, c'est 2 jours de compétition futsal, mais c'est 1 an de préparation. Ça m'amène à te poser des questions un petit peu sur l'organisation de cet événement. Parce que nous, on voit que la face, émergée de l'iceberg, c'est clinquant, c'est strass paillettes, ça envoie du futsal de haut niveau. Mais, il y a un gros boulot en amont. Ouais. Comment s'articule l'organisation de l'European Futsal Cup? Alors effectivement, il y a énormément de travail, beaucoup de nuits blanches aussi, enfin peut-être pas totalement blanches, mais vraiment des soirées de travail. Je pense qu'aujourd'hui la complexité de notre événement, c'est qu'on a greffé autour de l'événement principal des événements satellites. On a une phase qualificative à Dubaï, on a, la phase qualificative à Oberhausbergen, on a une soirée des partenaires, on a une soirée des bénévoles, on organise chaque année un voyage, dans le club qui a remporté l'édition l'année d'avant. Donc tout ça, ça s'organise et puis comme on aime bien faire les choses de manière carrée et organisée, forcément à chaque fois c'est beaucoup de travail. Cette année, un peu plus encore puisque c'est les 10 ans donc je prends le cas de la soirée des partenaires. Cette année, on voulait vraiment marquer le coup et puis, faire comprendre aux partenaires que s'ils étaient pas là, il y aurait pas d'événement. Donc on a bossé, 2-3 mois sur la soirée des partenaires qu'on a organisée au Zénith à Strasbourg. Mais sinon l'organisation, elle est plutôt rodée. On a aujourd'hui quand même suffisamment d'expérience. Je suis très bien entouré, de plus en plus entouré aussi parce qu'on est obligé de, voilà, de professionnaliser, chaque poste. On a un responsable transport, un responsable média, un responsable famille d'accueil, un responsable animation, un responsable arbitre, enfin, j'essaye de déléguer même si ça a été dur, sur les premières années et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rigoler en m'entendant dire ça, mais aujourd'hui, je suis obligé de déléguer parce que sinon je m'en sors plus. Mais l'orga, c'est beaucoup de choses. C'est juste, essayer de ne rien oublier et de penser à tout. Quand je dis, penser à tout, ça va, des piles de rechange pour le micro du speaker, jusqu'à l'envoi des billets d'avion, à la réservation des hôtels, au gonflage des ballons, avoir un compresseur au cas où les ballons doivent être regonflés. Enfin, on est tellement dans le souci du détail que forcément l'organisation, elle est lourde, mais aujourd'hui on est rodé, mais forcément c'est lourd. Alors, j'ai envie de te poser une question, par rapport au club professionnel, parce que beaucoup de personnes qui vont regarder ce sujet, sont des personnes qui sont dans des clubs de foot, qui organisent des tournois. On sait qu'ils aiment bien contacter des clubs professionnels, avoir Ouais. l'un ou l'autre nom sur leur tournoi. Toi, comment alors tu l'as dit, il y a le réseau, mais comment, à quelle périodicité, tu t'y prends combien de temps à l'avance et comment tu fais quels conseils tu pourrais donner, en fait, pour réussir à accrocher l'un ou l'autre, Bah, club, professionnel? c'est une très bonne question et elle fait suite à la question précédente quand on parlait de comment s'articule l'événement. Il faut savoir que l'événement, il va se terminer le dimanche 25 au soir. Alors forcément, il y a le lundi 26 où on démonte, on range et puis la semaine qui suit, on relaye un peu, tout ce qui est photos, sur les réseaux sociaux et cetera et puis après très, très rapidement, je réenclenche. Alors pourquoi je réenclenche? C'est qu'aujourd'hui, les réservations de groupes en avion, pour les clubs qui viennent en avion, plus tôt on les fait, plus les tarifs sont avantageux. Et aujourd'hui, dans un événement associatif comme le nôtre, ben, c'est important d'être vigilant quand même à l'aspect budgétaire. Donc, je réenclenche très rapidement, heu, mais pour pouvoir réserver des billets d'avion, il faut que j'ai à nouveau édité une charte avec mon invitation, que j'ai les dates de l'édition future et que j'ai aussi les sous. Et quand l'édition vient de se terminer, ça veut dire que je dois déjà réembrayer avec certains partenaires et leur dire: «Les gars, je suis en train de préparer». «Mais Nico, ça fait 15 jours que c'est fini». «Ouais, mais il faut que je prépare déjà l'année prochaine parce que». Donc le maître mot pour moi, c'est l'anticipation. C'est le maître mot et je vais prendre un autre exemple qui rejoint aussi, la question posée sur comment faire pour accrocher les clubs pro. Je vais prendre le cas du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, c'est un club que forcément j'avais envie d'avoir à Strasbourg. Heu, j'ai envoyé chaque année, sans exception, pendant 7 ans, l'invitation. 1 an à l'avance, des fois 1 an et demi à l'avance,
en trichant sur la date, je la connaissais même pas encore officiellement, mais pour être sûr. Et puis, des fois, les choses ne se font pas. Et puis, au bout d'un moment, en fait, faut pas lâcher. Et au bout d'un moment, ça passe. Et le club m'a répondu. Et puis, aujourd'hui, ils sont là depuis 2 ans. Je pense qu'après, le plus important, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils veulent revenir. Et je pense que là, on est plutôt bon aussi sur tout ce qu'on propose au club. Mais voilà, je dirais organisation, anticipation, c'est vraiment les maîtres mots pour arriver à mener à bien un projet comme ça. Et peut-être prudence aussi, parce que je suis forcément beaucoup tout ce qui peut se faire sur d'autres événements. Il y en a quand même beaucoup qui font 1, 2, 3 éditions où même moi, quand je vois les plateaux, je me dis: «Waouh! Sur une première édition, c'est lourd». Mmh. Mais après, ça dure pas parce que financièrement, ben, ils se sont cassés la figure. Donc, je sais qu'on a toujours été très prudent. On n'a jamais dépensé de l'argent qu'on n'avait pas. Et même sur les premières éditions qui étaient très attrayantes, quand on voyait les logos des clubs, ça a toujours été avec prudence. Et aujourd'hui, et il y en a un paquet, tous les partenaires et tous les prestataires avec lesquels on travaille, avant le week-end de l'événement, ils sont tous payés. Et je pense que c'est un point important aussi qui montre le sérieux et la rigueur qu'on met dans notre organisation. Ton tournoi a la particularité quand même, et je trouve ça très sympa, de laisser un peu de place aussi aux clubs amateurs. Alors, il y a historiquement, mais tu vas pouvoir le dire, des clubs qui sont invités. Donc je te laisse les présenter et dire pour quelles raisons quand même, que ce soit en toute transparence. Ben, le FC Oberhausbergen, qui est notre association support depuis la création, qui met à disposition tout un staff de bénévoles pour gérer la buvette, la billetterie, le parking, les familles d'accueil pour les équipes francophones qui sont hébergées en famille d'accueil. Et puis après l'ASS aussi, qui est résident du gymnase de la Rotonde et qui nous accompagne aussi sur des postes un peu plus logistiques ici au gymnase. Et ça me semblait tout à fait normal de leur dire: vous êtes OK de nous accompagner, on vous fait le petit cadeau de vous inviter chaque année à l'événement. Et puis après, on a les 2 qualifiés. Donc un qualifié émirati qui vient de Dubaï à l'issue de notre phase qualificative du mois de juin, plus le vainqueur de la phase qualificative d'Oberhausbergen du mois de septembre. Et c'était important sur le plan social. On n'avait pas ces événements qualificatifs sur les premières années et on croulait tellement sous les demandes des clubs amateurs. Et ça me gênait quand on me demandait: «Nico, mais comment on fait pour participer? OK, c'est complet cette année, c'est complet l'année prochaine, c'est complet dans 2 ans, mais il y aura de la place quand?» Et en discutant, on s'est dit: «À un moment donné, il faut quand même qu'on ouvre un petit peu notre vision et notre manière de voir les choses pour offrir la possibilité à tout le monde de participer à notre événement». Avec des fois des belles surprises à la clé, parce que je me souviens de la saison passée avec Ouais, Sénart-Moissy, si je dis pas de bêtises, et celle d'avant exactement. encore avec un club des Bouches-du-Rhône, dont j'ai C'était oublié le le nom. ROV. Exactement, Ouais, le voilà, ROV, ouais. Ouais, ouais, qui ouais. arrive à se hisser quand même Ouais. jusqu'en quart de finale, voire Bah, demi-finale des c'est fois. c'est ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des clubs amateurs qui sortent d'un événement qualificatif, il y a forcément de la qualité et ça permet aussi d'avoir ce côté, voilà, où on a du suspense. Quand il y a un Juve Sénart-Moissy, la Juve, elle doit se dire: «Ben, on connaît pas». Et ben non, en fait, c'est quand même des clubs qui se sont qualifiés au milieu de 20 autres équipes et c'est pas forcément, parce que c'est un club amateur que sur le parquet, ils sont pas au niveau. Pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, l'European Futsal Cup, c'est combien de bénévoles? Combien de bénévoles? Alors on est un bureau d'organisation à se réunir, tout au long de l'année. On est 6 personnes, mais sur le week-end de l'événement, on est une centaine. Si on prend tous les postes, entre les arbitres, les speakers à la table de marque, tout le staff en bord de terrain, la buvette, la billetterie, les hôtesses, la sécu, les chauffeurs, les familles d'accueil, ouais, une bonne centaine de bénévoles, Très dont la plupart sont là depuis la première édition. Ça Et ça, montre c'est qu'il y a un aussi attachement exactement. à l'European. Nico, je vais revenir sur maintenant parler d'un côté un peu plus, technico-tactique, si j'avais envie de la placer celle-là, mais sur le futsal et son essor, parce que tu l'as dit au début dans ce que tu expliquais, tu as commencé tu étais éducateur en football extérieur, tu Mmh. cherchais à faire quelque chose l'hiver, sauf que ça, c'était en 2014, 2015, enfin, dans Mmh. ces eaux-là. 10 ans plus tard, on parle plus de football en salle, mais de futsal. Comment l'European Futsal Cup s'est adapté?
Alors comment on s'est adapté? Comme tu le dis bien, à ce moment-là, moi je parle de foot en salle en Allemagne, donc c'est du foot avec, des ballons d'extérieur, des buts de foot à 8 avec des murs, donc c'est pas du tout la même pratique. Comment on s'est adapté? On s'est quand même rapidement rapproché des instances pour être cohérent avec notre événement et avoir des conseils. Et je pense qu'on a suivi toute l'évolution de la pratique du futsal, avec à la fois un plan sur le plan réglementaire, mais aussi, sur le plan organisationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'événement, c'est vraiment un événement futsal. Alors on a quelques petites règles qu'on voit, quand on regarde le futsal de haut niveau, qu'on ne met pas en place parce que c'est compliqué à arbitrer sur un temps de jeu de 13 minutes et avec des enfants. Parce que même si aujourd'hui, dans beaucoup d'académies, le futsal, c'est devenu une pratique quasi quotidienne, hein, avec, je dirais à minima une séance, semaine tout au long de l'année et plus seulement en hiver comme c'était le cas à l'époque. Je pense que voilà, je pense que c'était simplement de se tenir informé, mais on est fiers aujourd'hui d'avoir été précurseurs parce qu'il y avait pas il y a 10 ans en arrière, il y avait pas beaucoup de tournois de futsal, proprement dit de futsal. Alors tu l'as dit, il y a les règles adaptées, il y a aussi, quelque chose d'assez, rare qu'on voit sur, c'est le parquet. En fait, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Parce que là, on voit le parquet classique du gymnase de la Rotonde, avec les lignes de volley, de, de De basket, badminton, de de badminton, de tennis, tennis. de Pour, les gens qui viendront le 24 et le 25 janvier, ça n'aura rien à voir. Heu, Qu'est-ce que tu as apporté comme nouveauté? Alors ça date d'il y a 3 ans et c'était, de longues discussions avec Pierre Jacqui. S'il voit cette vidéo, un petit clin d'œil. Non, il y a plusieurs aspects. La première des choses, c'est qu'effectivement, quand on voit l'état du sol, c'est très compliqué, non seulement à arbitrer, mais aussi à avoir des repères pour les enfants. Il y a tellement de lignes que c'est délicat, on n'y voit pas grand-chose. Et après, il y a toute la partie plus spécifique avec les appuis, et on a depuis 3 ans un revêtement Gerflor, qui est un revêtement dans une matière vraiment adaptée à la pratique, et qui n'a en tracé uniquement le traçage futsal. Ce qui permet d'avoir un vrai repère visuel et d'avoir, c'est comme si sur le terrain un terrain de foot, on avait le traçage basket, on n'y voit rien. Donc l'aspect visuel, il est hyper important et puis après il y a aussi l'aspect pratique, l'aspect pour les appuis, pour les enfants. Pour les arbitres, forcément, c'est important aussi et je pense que ça permet d'apporter, mine de rien, du calme parce que c'est je trouve aujourd'hui quand je vois le parquet comme ça, si je me projette et je me dis: «Je dois réorganiser un événement comme ça», c'est, un peu embrouillant, je trouve. On est d'accord. Je reviens aussi juste encore sur l'aspect tactique, et tu as dit, que dans les académies, il y a un minimum une séance de futsal par semaine. Les éducateurs ont vraiment pris conscience des enjeux du futsal pour, les petits espaces, pour les prises de Ouais. décision rapides et j'en passe, d'autres raisons. Il y a d'ailleurs, tu peux nous en parler, je crois, mais c'est le FC Barcelone qui est venu il y a 2 saisons ou l'année dernière, je sais Ouais, plus, avec une équipe spécifique futsal. ouais. Ben, le FC Barcelone, c'est la seule équipe qui participait à l'événement et qui participait, avec son équipe futsal. C'est-à-dire que c'était des enfants qui ne font que du futsal. Toutes les autres académies, font du foot extérieur avec en complément du futsal. Effectivement, aujourd'hui, c'est devenu une pratique, très, très complémentaire avec la pratique, extérieure. Il y a beaucoup plus de pression spatio-temporelle, la prise de décision, l'espace est plus petit, les courses sont différentes, les déplacements sont différents, le ballon est différent, la taille du but. Cette manifestation, 9e édition, 10e anniversaire, là, dans 2 semaines, enfin, dans quelques jours, au moment où sortira cette vidéo. Mais quelles sont les perspectives après? Ben, l'année prochaine, il y a la 10e édition, donc c'est déjà une belle perspective. Non, effectivement, cette année, c'est les 10 ans, mais c'est que la 9e édition à cause des années blanches liées au Covid. Mais non, la 10e édition, c'est aussi quelque chose qui, voilà, qui nous tient à cœur. Après, en termes de perspective, je pense que un des points clés qui nous permettra de nous projeter peut-être dans un autre lieu, ça va être d'arriver à remplir dès le samedi le gymnase de la Rotonde. Je pense que l'année où on arrive, à faire salle comble, dès le samedi, on se posera peut-être la question. Mais en termes de perspective,
c'est arriver à conforter le travail qui a été fait, apporter encore des petites touches pour améliorer certains points. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'événement est quand même arrivé à un stade où si on arrive à garder le cap, ça sera déjà une bonne chose. Après, en perspective, il y a peut-être encore 1 ou 2 clubs. C'est très personnel, mais j'aimerais vraiment arriver à faire venir un club brésilien. On a essayé cette année, mais c'était un peu compliqué. Le voyage, les visas. Et puis après, pourquoi pas envisager un jour une salle un petit peu plus grande. Mais dans l'immédiat, c'est se concentrer déjà sur le 10e anniversaire qui approche et puis faire en sorte que tous les participants, spectateurs, enfants, bénévoles repartent avec des souvenirs plein la tête. Je vais reposer encore une dernière question, même si elle n'était pas prévue, mais si tu avais un petit message à faire passer aux amateurs de football, parce qu'on est quand même tous liés par l'amour du football au départ, de futsal également, je te laisse donner ton message. Venez le plus nombreux possible parce que ça va être une fête incroyable. Il y aura de très beaux clubs que, en général, les gens ne voient qu'à la télévision. On a la chance d'arriver à les rassembler à Strasbourg le temps d'un week-end, donc il faut pas louper ça. Et puis, comme dit, il y a plein de surprises vraiment sympas prévues le dimanche. Donc rendez-vous vraiment le 24 et 25 janvier au gymnase de la Rotonde pour passer un week-end de folie avec nous. Merci Nicolas. De rien, Steve.